On vous l'annonçait en début d'émission il y a quelques instants, nous fait le plaisir et l'honneur, Dr Mona Zaki, d'être avec nous sur notre plateau de Night TV International. Je rappelle qu'elle est professeure de planification stratégique, de gestion des relations et de planification internationale. Et après un long parcours académique et un grand travail social et en business, elle est devenue écrivaine. Et sur un plan personnel, étant donné que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs événements depuis que j'ai commencé ma carrière de journaliste, c'est une amoureuse des arts avec un grand A, c'est-à-dire que tout le domaine des arts, vous allez trouver Dr Mona Zaki présente avec un intérêt important, que ce soit la peinture, le chant, la danse. Et l'écriture a été un rêve d'enfant qui a été concrétisé enfin. Et on va savoir justement avec elle comment ça s'est fait. Dr Mona Zaki, merci et bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vous aussi. Merci pour une très belle introduction. J'apprécie beaucoup. Merci, c'est gentil. Oui, c'est mon rêve. C'était mon rêve d'enfance et je n'avais pas l'occasion de la réaliser que récemment, il y a 5 ans, c'est tout. Mais avant de commencer, je veux remercier très très fort Nile TV International. C'est un programme et c'est la voix de l'Égypte pour le monde entier. Et je veux remercier certainement la présidente Tarit Hissène qui fait un effort incroyable pour vraiment arriver à ce niveau de Nile TV International. Et je le vois très très bien maintenant avec vous aussi, le côté français. Donc ça fait vraiment plaisir. Oui, pour moi, être romancière, c'est une réalisation d'un rêve que j'avais il y a 40 ans. J'étais très jeune quand j'ai commencé à écrire ma première poésie, j'avais 13 ans, c'est tout. Et c'était un rêve que j'ai jamais oublié, mais avec les devoirs de la vie quotidienne, être maman de 2 filles, le devoir de ma vie académique, le devoir de mon business aussi, de ma boîte de consultation. Ça m'a pris ma vie et je suis fière de ça, je ne le regrette pas du tout. Et à la fin, quand mes 2 filles ont terminé leurs études et maintenant chacune a sa carrière, chacune a sa vie indépendante, j'ai fait mes devoirs vis-à-vis ma mère, ma famille, ma sœur et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'est le temps de publier mes romans. Parce que j'avais déjà écrit 20 romans. Donc c'est ça. Voilà, ça se passe, c'est comme ça. Alors vous avez dit que vous avez fait votre devoir envers tous les membres de votre famille, mais je dirais que vous faites votre devoir pour vous quand même. Ça c'est très juste et aussi c'est mon devoir vis-à-vis, pas seulement pour moi, parce que j'ai senti que c'est un devoir de publier mes romans, parce que les romans parlent de beaucoup des sentiments Ouais. qui fait vraiment une grande différence quand on les sent. Ouais. Les sentiments d'amour, les sentiments de foi, avoir la foi en Dieu, les sentiments de partager ce qu'on a. C'est le bonheur de partager ce qu'on a. Les sentiments de sacrifice, les sentiments de bonté, c'est toujours, quand on parle de mes romans, je touche beaucoup des sujets qui arrivent à nous tous comme êtres humains. Donc j'ai senti que c'est un devoir, pas seulement vis-à-vis moi, mais vis-à-vis, je ne veux pas dire l'humanité, vis-à-vis les lecteurs qui vont lire ces romans. Alors justement, qui dit roman, vous en avez 2. Voilà, pour le moment, oui. Pour le moment, vous en avez 2, ce qui est déjà très bien. Et le public pourra profiter de votre talent à travers 2 romans. L'un a été traduit en français, l'autre va être traduit également. Oui. On va parler tout d'abord du Royaume du cœur. Donc sa traduction en français, c'est le Royaume du cœur. Pourquoi ce titre? Pourquoi avez-vous décidé de le traduire en français? Regardez, là, le français, moi je suis éducation catholique chez les sœurs. Donc c'était le français qui était dominant. Donc, et j'étais très influencée par la littérature française. Donc pour moi, Corneille, c'est mon héros.
il y a Voltaire, Racine, Victor Hugo certainement. J'ai adoré ces écrivains, mais aussi la littérature arabe. Moi, j'aime beaucoup Taha Hassin, qui était influencé par les Français aussi. Effectivement. Donc voilà, le grand écrivain Taha Hassin. J'aime beaucoup Tawfiq el-Hakim, j'aime beaucoup Youssef el-Seba'i, donc, et certainement Naguib Mahfouz dernièrement. Donc pour moi, le français, je peux dire, c'est ma deuxième langue après l'arabe. Donc c'était facile à traduire et choisir le français comme début pour la traduction. Et ça a été traduit aussi en espagnol et maintenant c'est en train de traduire en anglais. Donc voilà. Pourquoi le Royaume du Cœur? Le nom, le Royaume du Cœur, regardez, le Royaume du Cœur, c'est une chanson que ma fille Dalia a écrite après tout ce qui se passe comme événement après la Révolution de 25 janvier. Donc, et c'est une très belle poésie qu'elle a écrite. Et c'est inclus dans ce roman. J'ai fini le roman avec ce poème, oui. Et elle a écrit les paroles et elle l'a chanté. Et ça m'a tellement touchée, elle l'appelait le Royaume du Cœur. Et j'ai dit, moi qui écris pour 40 ans, ça me prend chaque roman que je sors, que je décide de publier, ça me prend 2 ans de correction et d'ajustement. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Moi, je suis comme professeur et le côté académique dans mon sang, donc je fais très attention à chaque ligne, pas seulement. Donc j'ai décidé d'avoir ce titre pour mon roman. Et ça parle beaucoup du cœur du royaume. Justement, on va en revenir. C'est tellement royal. Justement, oui. Aimer, c'est très royal, oui. Je retourne sur votre carrière de professeur de planification stratégique. C'est un domaine tellement, je dirais, tellement pas aussi enchanté que d'être romancière, mais de toute façon, ça traite des relations entre les gens et de la planification pour le futur. Alors, est-ce que ça vous a influencé dans vos romans? 100%. C'est une très belle question. Ça m'a beaucoup influencé, surtout ce domaine de ma carrière académique et études. Parce que j'ai étudié ça et j'ai fait mon doctorat là-dessus. Parce que c'est la vision. C'est la vision. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nommer une vision, pour construire une vision et faire une stratégie pour réaliser cette vision avec des tactiques différentes. Et ça m'a beaucoup aidé en écrivant mes romans. La méthodique. C'est ça. C'est bien planifié. Et vous allez trouver, il y a aussi, ce qui a touché aussi les Français, il y a une table à la fin pour des romans. En France, on m'a dit même la maison Harmattan qui a publié mon roman en français, le département de communication me disait, mais on n'a pas vu des romans qui ont une table là où il y a les chapitres tellement si organisés. J'ai dit, voilà, moi j'introduis ça pour la France, pour les romans et tout ça, parce que c'est la planification dans ma tête. Et ça aide beaucoup à réaliser vraiment comment ça va être quand c'est terminé. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé. Alors justement, le Royaume du Cœur, on a eu la chance ici à Nile TV de l'avoir avec nous pour pouvoir le lire et en discuter. On parle de Nermine et de ses enfants. On parle, le sujet dominant, c'est l'amour, comme vous venez de le dire. Le Royaume du Cœur, effectivement, le cœur rempli d'amour, rempli de blessures, rempli d'expériences. On traite de sujets de société qui peuvent nous toucher, si ça ne nous touche pas directement, indirectement. Nous avons tous des parents ou des personnes qu'on connaît qui ont vécu le divorce et les douleurs du divorce. Vous en parlez. On parle de cet amour entre la mère et ses enfants et vice-versa, des enfants envers leur mère. Sans raconter vraiment dans les détails pour laisser nos spectateurs pouvoir découvrir le livre,
On a aussi l'amour de la patrie qui est présente à travers Youssef, et c'est le sacrifice qu'il fait par amour pour sa patrie. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de douleur. Oui. Comment vous avez pu canaliser et contenir toutes ces émotions dans un seul livre et à travers ces personnages-là? Regardez, quand on vit tout ça, on l'exprime avec force. Donc c'est la force d'amour, c'est la force du douleur, c'est la force du chagrin, la force du pardon, la force de voir la confrontation entre l'amour et le devoir d'une façon que vous trouvez que c'est par devoir qu'on vit l'amour et c'est par amour qu'on fait le devoir. Cet équilibre est tellement intégré qui donne beaucoup de force pour l'être humain de continuer la vie malgré que et pas bien que. Donc c'est très profond. Et voilà, ce sont des histoires où j'ai vécu, où j'ai vu, où j'ai entendu, où j'ai voyé beaucoup des cas comme ça, des cas de divorce, des cas de drogue, oui, des cas de malheur, des cas de sacrifice, les enfants qui meurent pour la patrie, des cas de pardon quand la femme de ce prêtre qui a perdu son mari avec une action de terrorisme, comment elle a pardonné ces gens qu'ils ont tués, qu'ils ont assassiné son mari, elle a pardonné avec l'amour de Dieu en utilisant l'amour de Jésus-Christ quand il a dit aimez vos ennemis. Ça c'est fort, c'est fort. Et là j'ai vu ça et je l'ai vécu. Justement, j'allais vous dire, j'ai oublié de mentionner que l'amour de Dieu aussi est très présent. Mais c'est ça. Dieu est amour et vous le faites ressentir dans ce livre, c'est-à-dire que la présence de Dieu et l'amour qui dégage à travers les gens, qui est un amour aussi par leur foi, est également présent dans ce livre. La force de la foi. Exactement. C'est la force de la foi qui donne la continuation et qui donne la persévérance de l'être humain. Et surtout quand il y a le chagrin, comme la femme, la veuve de ce prêtre qui a perdu sa vie par ces terrorismes. Et aussi, ça donne de l'optimisme, comme Nermine Hanem. Cette femme, cette maman qui a sacrifié sa vie pour ses enfants et elle était prête de sacrifier le reste de sa vie pour sa fille, pour le bonheur de sa fille, et elle a fait l'impossible pour voir ses enfants si heureux et elle perd à la fin son fils pour la patrie. Avec ce chagrin, elle continue à vivre pour sa famille, mais il y a cet optimisme et cette foi qui donne, même malgré le chagrin, il y a le bonheur. Il y a le bonheur, il y a la joie de continuer la vie avec l'espoir que le Seigneur, notre Dieu, créateur du ciel et la terre, qui donne pour l'être humain, pour ces gens-là. Nermine Hanem a fait des sacrifices pour sa famille, mais elle ne veut pas que sa fille fasse le même sacrifice. Elle veut que sa fille puisse s'épanouir dans sa vie. C'est paradoxal et en même temps c'est plein d'amour. C'est-à-dire que elle, oui, elle a voulu de ce sacrifice-là, mais elle ne veut pas voir sa fille malheureuse continuer sa vie toute seule. Certainement, parce que les mamans sont comme ça. Les sentiments de maman sont comme ça. Nous, on sacrifie notre vie pour nos enfants. Et quand les enfants ne sont pas heureux ou il y a des problèmes, on veut les prendre dans nos bras. C'est l'être humain, c'est les mamans, c'est naturel. Oui. Donc je voulais être réelle, je ne voulais pas visionner quelque chose qui n'existe pas. Vous savez, voilà, c'est les sentiments de maman. Au cours de votre débat à Paris, dans le bureau culturel de l'ambassade égyptienne, vous avez mentionné que vous n'êtes pas féministe, vous êtes féminine. C'est ça, très juste.
C'est très juste, c'est tout à fait la vérité. Parce que là, je ne suis pas contre les hommes, je ne veux pas faire la compétition avec les hommes. On s'intègre. C'est pas normal d'opposer la volonté de Dieu. Ouais. C'est pas normal, c'est effrayant. Donc, si je suis née une femme, merci Dieu, je suis fière d'être une femme, je suis fière que vous m'avez donné la grâce d'être maman, je suis fière d'être féminine, je fais attention et je garde ce bonheur que vous m'avez donné comme étant une femme, et je fais très attention à moi-même, parce que c'est une responsabilité, un devoir que le Seigneur nous a donné. Je ne fume pas, je fais très attention à ma santé, je fais mon devoir. Si je tombe malade, bon, voilà, ça arrive, mais on fait notre mieux, Ouais. de garder cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée, étant une femme. Je ne veux pas faire un conflit avec l'homme. Pourquoi? Je le respecte, je lui donne ses droits comme lui me donne mes droits. On a un équilibre de vision et de vie. Et voilà, le problème, c'est qu'il y a toujours ce conflit, et ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause le divorce, ça cause l'addiction, ça cause beaucoup de trahisons, ça cause beaucoup des choses qui vraiment qui font mal au cœur. Déchire la famille, je dirais. Mais c'est ça. Et les enfants souffrent à la fin. Ouais. Et j'ai discuté ce problème, le premier chapitre. Le premier chapitre, quand on voit les cas de divorce dans les écoles, c'est effrayant. Et les enfants, pauvres enfants, qui souffrent à la fin et qui continuent leur vie avec un grand problème. Je pense que le problème également vient du fait que l'homme et la femme ont oublié qu'on se complétait en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui doit faire une chose et l'autre un tel. Non, le mariage, c'est se compléter. C'est voir là où l'autre n'a pas cette chose-là et moi je la porte dans le couple. 100%. Je suis d'accord avec vous. Il y a un manque de communication malheureusement. C'est un grand problème. C'est pour cela je sens avec ces romans, parce qu'il y a beaucoup des hommes qui ont lu ce roman, même plus que des femmes, et ce qui m'a étonnée. Et la même chose pour mon deuxième roman, Les Trois Reines d'Égypte, parce que là je viens de venir de Haute-Égypte, beaucoup des hommes de Haute-Égypte qui ont lu Les Trois Reines d'Égypte, et ils m'ont dit, ah, qu'est-ce qu'on a appris, nous comme étant hommes. Le royaume du cœur, c'est pareil. J'ai eu beaucoup des hommes qui sont venus me dire, vous savez, docteur Mona, que j'aime bien être comme docteur Nézar, l'héros de ce roman. Oui. C'est un monsieur tellement bien, beaucoup de qualités, un enseigneur, il a beaucoup de... C'est un homme qui vraiment respecte le devoir, qui aime de tout son cœur, qui vit une vie aussi malheureuse avec sa femme, mais il a tenu le coup pour son fils. Donc il y a des hommes qui sacrifient. Moi je ne veux pas montrer que les femmes seulement qui donnent des sacrifices. Oui, les femmes, parce que les mamans sacrifient beaucoup, mais aussi les hommes sacrifient. Et moi je trouve que c'est pas juste de mettre la femme dans ce cadre qu'elle est toujours, c'est la femme qui fait tous ses sacrifices, c'est la femme qui donne, mais les hommes aussi donnent, et les hommes sacrifient leur vie pour la patrie. Ça, on oublie ça. Est-ce qu'il ne faut pas oublier ça? Il faut documenter ça. Il faut faire une pause ici. Donc là, c'est très très important de dire comme les femmes se sacrifient pour tout le monde, il y a aussi des hommes qui donnent leur vie pour tout le monde. Monsieur Sameh est content. Exactement, il est très heureux, Sameh. Je trouve un joli en minorité aujourd'hui. Mais voilà, je tiens bien l'équilibre. Exactement. Alors justement, vous avez mentionné votre autre roman, que je n'ai pas eu l'occasion de le lire pour le coup, mais que vous allez nous présenter. En quoi est-il différent du Royaume du Cœur? C'est tout à fait différent. Parce que le Royaume du Cœur, c'est une histoire d'une famille, avec tout ce qui se passe dans cette famille. Mais les Trois Reines de l'Égypte, ce n'est pas historique.
C'est une histoire de 3 jeunes filles, 3 collègues, 3 camarades, qui se donnent chacune d'elles le nom d'une reine pharaonique. Donc, une qui a décidé de se donner le nom de Hatshepsut parce qu'elle se trouve très sérieuse dans ses études, elle est très brave et tout ça, très correcte. Une autre, c'est Nefertiti parce qu'elle veut être mariée, elle veut avoir une famille, belle fille, une famille avec son mari. Et la troisième, c'est Cléopâtre parce qu'elle est tellement... elle vient sa grand-mère est une grecque et elle vient d'une famille égypte. Son père est un Égyptien, sa maman elle est grecque, donc elle a décidé d'être Cléopâtre et tout ça. Et c'est l'histoire de ces 3 jeunes filles, tout pour une histoire de leur vie. Et toujours elles sont ensemble. C'est la force de l'amitié. L'amitié est très importante. C'est la force de l'amitié. Et c'est la force d'amour. Et chacune mène une vie difficile, mais chacune a l'un l'autre. Vous savez, donc elles se soutiennent, elles se tiennent bien. C'est une histoire pleine de chagrin, pleine de malheurs, mais pleine d'amour, pleine de pardon et pleine de bonheur. Est-ce qu'on retrouve des traits de caractère à vous dans vos propres romans? C'est-à-dire que... Ah oui, certainement, mais ça pas 100%. C'est pas 100%. Et moi je disais toujours, la meilleure définition du drame, c'est l'exagération de la réalité. Donc vous allez me trouver dans tous mes romans, mais pas tout à fait moi. Ça c'est sûr. C'est toujours comme ça avec un écrivain. Il y a toujours son influence. Par exemple, vous n'allez jamais trouver une insulte. Je n'insulte pas. Vous allez trouver des expressions très fortes, mieux qu'on donne une insulte. Vous n'allez pas trouver des expressions physiques qui blessantes. Oui, mais bien que il y a une relation superbe, une relation d'amour, vous savez. Donc, non, il y a mon caractère, il y a des traits qui sont très forts, qui montrent un grand côté de ma vie, mais aussi la vie des autres amis, des gens que j'ai vécu, des situations que j'ai vécues. Par exemple, pour le royaume du cœur, les 3 reines de l'Égypte, il y a tout un chapitre pendant la révolution du 25 janvier. Moi, j'ai vécu ça. J'étais là, j'étais dans le Miden, j'étais à Tahrir. Donc, je décris ce qui s'est arrivé. Donc, il y a beaucoup de réalité, mais aussi, il y a beaucoup d'imagination, d'inspiration, il y a beaucoup... Parce qu'il y a... C'est l'écrivain, on donne beaucoup on va au-delà de la réalité. C'est vrai. Alors, docteur Mounazaki, je suis triste de devoir vous quitter pour la fin de cette émission. Merci de nous avoir fait plaisir de venir nous présenter vos 2 romans, Le Royaume du Cœur et Les 3 Reines d'Égypte, qu'on attend leur traduction bien évidemment, et j'espère que vous nous ferez le plaisir de venir nous présenter en français. Ce fut un plaisir. Félicitations et bon courage pour votre future carrière d'écrivaine. Merci beaucoup, je vous remercie vous les deux pour ces belles questions intelligentes et au revoir. À très bientôt, à bientôt. On va dire. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Ce fut un plaisir, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, vous la retrouverez donc sur les réseaux sociaux. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.